Le président de la République, Emmanuel Macron, qui est en visite d'État aux Pays-Bas jusqu'à aujourd'hui, mercredi, qui a tenu donc hier un long discours sur la souveraineté économique de l'Europe et peut-être de la France aussi. Bonjour Éric Chanet. Bonjour David. Merci d'être là avec nous. Merci de m'inviter. Conseiller économique de l'Institut Montaigne. C'est intéressant parce qu'il y a eu cette interview aux Échos donnée par le président il y a 48 heures où il parlait d'autonomie, autonomie stratégique européenne. Il y a une différence déjà de... C'est la même chose, souveraineté économique, autonomie stratégique. Est-ce que c'est la même chose déjà? Pour faire l'exégèse des concepts présidentiels, il faudrait peut-être plus s'adresser à son entourage. Mais on parle de la même chose au final. Oui, je crois que d'un point de vue économique, on parle à peu près de la même chose. C'est pour être sûr. Bon, et pour vous, il y a peut-être des nuances, mais que j'ignore. Ouais. Non, mais donc c'est vraiment le combat aujourd'hui pour les 27 et à la fois pour la France aussi. On a aujourd'hui une Europe qui est vraiment trop dépendante. Les Américains nous ont sauvés avec le gaz, avec le GNL l'hiver dernier. On est trop dépendant de la Chine. Voilà, on l'a vu sur les médicaments, sur tant de choses. Alors, si on veut parler strictement d'un point de vue économique, je trouve que la crise du Covid, d'abord, ensuite la guerre en Ukraine, la difficulté dans les chaînes d'approvisionnement et simplement dans le transport des marchandises, ont montré que les entreprises et les économies n'avaient pas suffisamment, si je puis dire, mis l'accent sur le risque qu'il y a dans les échanges internationaux. Il y en a toujours. Et vous savez, en finance, par exemple, on dit toujours que ça ne suffit pas de regarder le rendement d'un actif. Il faut regarder le risque. Il faut regarder le rendement corrigé du risque. Ouais. Et je crois que dans cette période de mondialisation, en gros, de 2000 jusqu'à 2008, on a un peu perdu de vue le fait qu'il y a toujours des risques. La pandémie, c'est un risque qu'on nous signalait depuis longtemps. Alors les guerres, on y croyait moins. Et bien voilà, les guerres nous ramènent à la réalité. Dans les échanges internationaux, il y a des risques. Alors, est-ce que ça veut dire pour autant qu'il faut cesser les échanges internationaux? Certainement pas. Ça serait une catastrophe. Ça veut dire mieux les diversifier, ça veut dire avoir plus de fournisseurs différents. Est-ce que ça veut dire tout produire chez soi, illusoire, ou est-ce que ça veut dire revoir un peu ces chaînes d'approvisionnement, revoir ces fournisseurs pour ne pas être dans la main d'un seul? Alors, moi, je crois beaucoup à la sagesse des entreprises, à condition qu'on leur montre la réalité de ce point de vue-là, peut-être plus que dans les grands plans des États ou ceux que Emmanuel Macron veut développer, mais qui ont quand même leur intérêt, on y reviendra. Et quand une entreprise décide, par exemple, de s'implanter dans tel ou tel pays, en Chine, au Vietnam, en Inde, très bien, elle va regarder les coûts, elle va regarder les contraintes, elle va regarder la corruption. Ouais. Est-ce qu'elle regardait les risques? Le risque que tout d'un coup, ça ne marche plus, qu'il y ait un changement de régime. Alors oui, pour les pays où c'est très fréquent, mais là où c'est moins fréquent, ne regardez pas les risques. Et donc moi, il me semble que la bonne voie, c'est dans les décisions industrielles des chefs d'entreprise, prendre en compte sérieusement le risque. Et du coup, entre quelque chose qui peut être super rentable, mais super risqué, et quelque chose qui est un lieu de production, qui est peut-être moins rentable, parce que le travail est un peu plus cher, mais qui est moins risqué, je crois que c'est un petit peu ce que Janet Yellen a en tête avec le friendshoring, eh bien, quelquefois, le choix peut être plus rationnel d'aller là où c'est plus cher, mais moins risqué. Mais ça, c'est le rôle du dirigeant, du chef d'entreprise, c'est un rôle privé, c'est pas le rôle de l'État, ou c'est le rôle de l'État aussi d'aider à ouvrir les yeux à certains et de dire qu'il ne faut pas juste se limiter à la rentabilité immédiate, qui est celle qui est notamment recherchée quand on est une boîte cotée? Non, absolument. Je pense que là, il y a vraiment un rôle, mais non seulement des autorités publiques, mais des régulateurs, des gens qui regardent les choses sans être impliqués dedans. C'est le rôle du FMI, par exemple. Le FMI le fait très bien maintenant. Le FMI n'a pas tellement mis le doigt sur les risques de la mondialisation. Je pense que les boîtes ont été échaudées. Pour les boîtes qui étaient dépendantes, notamment de la Chine qui s'est fermée, je pense qu'il y a un avant et un après. Voilà. Donc c'est quand même un apprentissage qui fait que maintenant les décisions seront prises avec une meilleure prise en compte du risque. Alors, il y a un deuxième aspect qui est les politiques industrielles. C'est un mot qu'on aime bien en France, mais qui finalement est repris dans d'autres pays européens, même en Allemagne, où c'était un mot tabou, et qui ne fait pas peur aux États-Unis. Et alors ça, c'est plutôt à voir dans le contexte de la rivalité stratégique entre les États-Unis et la Chine, mais j'ai envie de dire quand même, entre d'un côté États-Unis et Europe, et de l'autre côté la Chine, qui a un régime différent, qui a des buts
politique qui commence à s'affirmer. C'était quelque chose auquel on n'était pas habitué, mais tout à fait différent. La Chine a en tête un certain ordre mondial qui lui est favorable. Alors, ce n'est pas du tout l'Union soviétique qui avait des relais un petit peu partout dans le monde, mais on s'aperçoit petit à petit qu'il y a bien un agenda politique mondial de la Chine. Et donc, dans ce cadre-là, il y a des éléments qui sont purement stratégiques, et ça, c'est vraiment le rôle des États. Et je commencerai par peut-être le plus important, c'est l'énergie. Vous voyez, aujourd'hui, 3 centrales nucléaires seront fermées en Allemagne. Or ça, il n'y a pas plus, si je puis dire, symbolique de l'autonomie, de la souveraineté énergétique. Et donc de perte de souveraineté. Donc là, on a une perte de souveraineté, oui, mais, et je n'ai pas entendu la France dire, attendez, c'est complètement l'inverse de ce que nous disons tous qu'il faut faire, être autonome. Parce que fermer les centrales nucléaires comme l'Allemagne le fait, ça veut dire dépendre, alors du charbon quand il y en a chez eux, mais ça veut dire dépendre du gaz naturel qui est produit ailleurs qu'en Europe. Donc il y a quand même quelque chose d'un petit peu curieux là, de dire nous devons aller vers cette autonomie stratégique, et on est face à des politiques qui vont à 180 degrés de cette autonomie sans qu'on le dise. Ouais. Est-ce que c'est, encore une fois, ça se joue au niveau de l'Europe, au niveau de chaque pays? Est-ce que tous les pays européens d'ailleurs sont alignés dans l'idée d'avoir une politique, d'avoir une autonomie stratégique européenne? Parce qu'il y a ce débat, pardon, mais on veut rouler, pour ce qui est de la France, on veut tous rouler, ou plus ou moins quand on a les moyens, à l'électrique, mais on n'a pas envie d'ouvrir des mines de lithium sur le territoire français. Il y a comme des contradictions, hein. Oui. Parce qu'une voiture électrique, il y a une batterie, elle fonctionne au lithium. Donc, lithium qui vient d'ailleurs, dont on peut nous couper ou pas l'approvisionnement. Oui, c'est tout à fait juste. Du lithium, il y en a quand même un petit peu partout dans le monde. J'ai pris un exemple, mais si on pourrait prendre, je sais pas, le cobalt, par exemple. Non, mais le lithium, mais les voitures électriques... démocratique du Congo, ça vient. Non, mais vous n'avez pas tort, David. Les voitures électriques, c'est la Chine qui est en train de devenir le grand producteur de voitures de bonne qualité et moins chères. Et donc, passer à l'électrique, ça veut dire inévitablement importer des automobiles chinoises. Parce que, bon, il y a des réalités économiques. Alors, moi, il me semble que sur cette question-là, il faut peut-être donner une définition assez précise de ce qui est véritablement stratégique. Oui, très bien. Alors, les médicaments, l'énergie. Alors, est-ce que le paracétamol doit être fabriqué dans la région parisienne? C'est complètement absurde. Ce qu'il faut, c'est une diversification de nos approvisionnements pour les médicaments qui sont les plus importants. En revanche, pour ce qui est un petit peu à la pointe de la technologie, est-ce qu'il faut s'isoler du reste du monde? Non, parce qu'on en a besoin. Je veux dire, si les vaccins à ARN messager qui sont produits aux États-Unis et en Europe ne pouvaient pas être importés en Europe ou exportés vers d'autres pays, ça serait une véritable catastrophe. Regardez, les Chinois, ils ne savent pas comment faire avec le Covid. Et donc là, je dirais que pour aller vers une véritable autonomie stratégique, il faut développer la recherche et l'innovation. Vous avez cité le lithium. C'est quand même un très bon exemple. Même s'il y a des ressources diversifiées, du lithium, on va avoir un problème. Son prix va exploser. Mais il y a des tas d'autres voies. Le sodium en est une. Mais ça demande des investissements en recherche fondamentale, en recherche appliquée et en recherche des entreprises. Donc pour être autonome stratégiquement, il faut y mettre le prix, mais il faut réfléchir en partant du haut, c'est-à-dire de l'innovation. Et pas simplement dire... nous allons interdire les importations de tel ou tel pays. Ouais. Pareil pour les semi-conducteurs. D'ailleurs, l'Europe a réagi avec son CHIPS Act. Il y a eu du Critical Raw Material Act pour les métaux stratégiques nécessaires, obligatoires à la transition énergétique. Il y a effectivement les CHIPS Act sur tout ce qui est semi-conducteurs. Là aussi, les semi-conducteurs, alors j'ai plus les chiffres en tête, mais on importe, je crois, 20%, on consomme 20% en Europe l'ensemble des semi-conducteurs, alors qu'on n'en produit que 9%. Oui, il y a un gap. On n'en produit quasiment pas. Il faut voir les choses en face. C'est essentiellement TSMC, l'entreprise de Taïwan, qui a des usines un petit peu partout dans le monde. Là, je pense que c'était une bonne initiative que de répondre à l'acte américain, Inflation Reduction Act. On y a répondu, pas encore. On y a répondu quand même assez largement sur les chips, sur les composants électroniques et sur un certain nombre de choses que le président Macron cite d'ailleurs dans son interview aux Échos. Mais là, la raison, c'est que la loi américaine, enfin cette nouvelle série de lois américaines, vise à accélérer en réalité la transition énergétique et à faire en sorte que ça profite aux entreprises américaines. Avec des moyens colossaux, entreprises américaines ou étrangères implantées sur le sol américain. Voilà, absolument. Il faut que ce soit chez nous. Voilà. Mais il y a un but dedans. Si ça s'appelle Inflation Reduction Act, c'est parce que la transition énergétique devrait permettre
d'arriver à avoir une énergie qui soit à la fois décarbonée et moins chère. Bon, donc les Américains disent on y va à fond, on met énormément d'argent, y compris d'ailleurs dans la recherche fondamentale. Ça n'a pas été souligné, mais c'est quelque chose qui devrait attirer notre attention. Mais on veut que ça profite aux entreprises américaines, enfin aux entreprises situées aux États-Unis. Là, on ne peut pas tellement leur reprocher, mais on doit faire la même chose. On doit faire la même chose, sinon les entreprises européennes vont aller produire aux États-Unis et nous importerons des États-Unis ce que nos entreprises produisent aux États-Unis. Donc pour l'instant, c'est un concept, ce dont nous parle Emmanuel Macron, de souveraineté économique. C'est un concept qu'il va falloir déployer avec des moyens, avec des objectifs. Alors, il y a des domaines... Si tant est que nos voisins européens soient aussi alignés, l'Allemagne, j'ai un doute en Allemagne. Vous voyez que c'est difficile. Vous voyez que c'est difficile. Si on veut citer les domaines absolument essentiels d'un point de vue stratégique, pas simplement économique. J'ai cité l'énergie, parce que sans énergie, on le voit très bien, quand on a eu la crise énergétique, on ne peut plus rien faire. Est-ce qu'il y a une politique commune? Vous voyez à quel point c'est difficile, puisque l'Allemagne a fait des choix qui étaient les choix de la dépendance vis-à-vis de la Russie, dont elle se sort d'ailleurs remarquablement bien, en utilisant du charbon, etc. Donc il faut arriver là-dessus à gagner la bataille des idées. Je ne dirais pas la bataille idéologique, comme le président Macron le disait, mais il faut gagner la bataille des idées. Il y a de plus en plus de pays. La France a réussi à faire une coalition de pays dans l'Union européenne, je crois qu'on est à 12 maintenant, qui sont favorables à l'utilisation de l'énergie nucléaire. C'est vraiment notre meilleure garantie d'indépendance énergétique. Donc il faut y arriver sur l'énergie. Mais il faut y arriver sur la défense aussi. Il n'y a pas plus stratégique que la défense quand même. Et là, vous voyez que c'est difficile. Ah oui, c'est difficile. C'est difficile parce que chaque pays a son industrie de la défense. Et se met sous le parapluie américain. Alors, on se met sous le parapluie américain, mais là, les événements d'Ukraine nous montrent qu'on n'a pas le choix. Si les Américains n'avaient pas défendu l'Ukraine, l'Ukraine aujourd'hui serait russe. Et il y aurait des procès de Moscou à Kiev. Peut-être même pas de procès du tout, les gens seraient carrément liquidés. Donc ça, c'est la réalité, c'est que l'Europe n'a pas les moyens de se défendre. Mais ça n'empêche pas, et là je trouve que le président Macron a raison, ça n'empêche pas qu'il faut avancer. Et là, il y avait une bonne initiative qui avait été prise par l'Europe, c'est bon, d'accord, c'est très difficile de faire travailler les industriels ensemble, surtout si les militaires ont des exigences différentes pour leurs avions, pour leurs porte-avions, etc. En revanche, on peut avoir une agence d'achat commune. Et une agence d'achat commune, ça permet d'abord de baisser les coûts, ça permet de parler aux industriels, et c'est une bonne manière de pousser les industriels à travailler ensemble. Donc là, c'est clair qu'il faut pousser, mais là, je dirais que je suis relativement optimiste, parce que la guerre en Ukraine, le fait que nous n'ayons plus assez de munitions dans les pays européens, puisqu'on en vend ou on en passe à l'Ukraine, montre que, oui, ça ne va pas du tout. Et donc c'est un concept pertinent, ce concept de souveraineté. Dans certains domaines. Et surtout d'autonomie stratégique, évidemment économique et stratégique dans certains domaines. Et pour pas que ça reste juste une bonne idée, mais qu'elle soit, encore une fois, qu'elle soit ancrée dans la réalité, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Il faut une impulsion politique très forte. Alors moi, je pense que l'impulsion politique, elle doit être au niveau européen. C'est là où j'ai un doute. Mais on peut jouer un rôle là-dedans. On peut jouer un rôle là où on est fort. C'est pas compliqué. En France? Oui, dans les confrontations, il faut être fort pour que ces idées passent. Alors, pour être fort, il faudra avoir une économie qui soit mieux gérée que la nôtre. Du point de vue de l'endettement, du point de vue des finances publiques, notre économie est mal gérée, ce qui ne nous donne pas une énorme crédibilité. Donc il y a des questions macroéconomiques. Mais il y a aussi, quand on est fort, il faut être... Le plus facile pour être fort, c'est là où on l'est déjà. Alors, j'ai cité le nucléaire, mais c'est un très bon cas. Vous avez d'autres domaines qui sont stratégiques, comme la finance. 18 milliards d'euros de pertes pour EDF en 2018, oui, mais c'est très largement le résultat aussi d'une politique tarifaire qui a été imposée par l'Energiewende allemande. Donc là-dedans... je pensais au déboire aussi, dans les différentes centrales. C'est sûr. Mais là, il y a une commission d'enquête qui a fait un excellent travail, qui nous montre qu'il y a une très grosse responsabilité politique là-dedans. Mais je vais vous citer un domaine dans lequel l'autonomie stratégique, ou en tout cas une certaine indépendance, est essentielle, c'est la finance. On a besoin d'énergie pour faire marcher notre économie, on a besoin d'une bonne industrie financière pour faire marcher notre économie. Et bien vous voyez, sur ces deux secteurs, la France est plutôt dans les meilleurs en Europe. Je ne vais pas vous parler du système bancaire allemand ou italien, je préfère franchement être en France. L'industrie de l'asset management est une industrie qui marche très bien en France. Et donc, quand on est meilleur, c'est là où il faut insister. Une Europe de la finance, la France insiste depuis très longtemps pour qu'il y ait l'union des marchés de capitaux, pour qu'il y ait l'union bancaire, elle a des atouts pour faire valoir. Oui, on peut toujours dire dans des domaines où on n'est pas très bon qu'il faut l'autonomie financière, mais personne ne vous écoute. Si on est bon, et bien là, on a plus de chances d'être entendu. Allez, merci beaucoup. Point de vue, explication signé Éric Chenet, conseiller économique de l'Institut Montaigne. Merci beaucoup. Merci David.